Que diriez-vous si je vous révélais que pendant des siècles, deux sociétés clandestines ont mené une lutte secrète pour dominer le monde? Une destinée à défendre la foi catholique, l'autre pour l'anéantir. Ces symboles sont omniprésents, tandis que ces représentants se glissent dans les plus hautes sphères du pouvoir. Il s'agit de l'histoire secrète du conflit entre les Jésuites et les Illuminati. Comment ont vu le jour ces deux entités qui, d'après de nombreuses personnes, tirent en secret les cordons de la puissance mondiale? Les racines de ce conflit plongent dans des périodes et des contextes totalement distincts, mais sont liés par un point de convergence surprenant qui symboliserait le commencement d'une supposée guerre clandestine. La Compagnie de Jésus a vu le jour en 1540, durant l'intense période de la contre-réforme catholique. Ignace de Loyola, un ex-soldat espagnol qui a connu une conversion spirituelle intense suite à une blessure au combat, a créé cet ordre avec 6 confrères dans l'objectif précis: soutenir et diffuser la foi catholique face à la montée du protestantisme dans le monde. Grâce à un vote spécial d'obéissance directe au pape, les jésuites se sont vite imposés comme l'avant-garde intellectuelle et missionnaire de l'Église. Les jésuites ont transformé l'enseignement catholique en instaurant des écoles et des universités à l'échelle mondiale. La Ratio Studiorum, sa méthode d'enseignement, alliait une rigueur disciplinaire à une ouverture vers les sciences et le savoir humaniste. Son impact s'étendait largement au-delà des murs de la salle de classe. Ils se sont infiltrés dans les cours européennes en tant que confesseurs de rois et princes, ont fait naviguer jusqu'en Chine et au Japon pour établir des missions, et ont fondé en Amérique du Sud les réductions, des communautés autochtones indépendantes qui défiaient l'autorité coloniale espagnole. Plus de 200 ans plus tard, en 1776, l'année de la déclaration d'indépendance des États-Unis, un professeur universitaire originaire de Bavière du nom d'Adam Weishaupt a établi une confrérie secrète avec des objectifs radicalement distincts. Weishaupt a vu la naissance des Illuminati de Bavière comme une réponse à l'oppression imposée par le régime monarchique et religieux dominant. Il vise à encourager le rationalisme et les concepts des Lumières afin de libérer l'humanité de la superstition religieuse et du despotisme politique. Ce qui est captivant, c'est que Weishaupt, formé par les Jésuites et étant l'unique enseignant non religieux à l'université d'Ingolstadt sous le contrôle des Jésuites, a précisément embrassé les tactiques organisationnelles de ses ex-enseignants. Les Illuminati ont établi une hiérarchie rigoureuse de niveaux, comprenant des rituels d'entrée, des alias et un système de contrôle interne qui évoquait de manière surprenante la rigueur jésuite. L'élève avait parfaitement assimilé les enseignements de son mentor pour par la suite les retourner contre lui. Que se produit-il quand deux entités puissantes font face à la répression et à l'interdiction? S'évanouissent-ils réellement ou se laissent-ils juste tomber dans l'obscurité? Autant les Jésuites que les Illuminati ont été victimes de tentatives pour les anéantir qui, ironiquement, ont renforcé leur légende et leur influence. Un événement inattendu troublait le monde catholique en 1773, le pape Clément XIV, sous l'influence des monarchies européennes comme l'Espagne, le Portugal et la France, signa la bulle Dominus ac Redemptor, qui mettait officiellement fin à la Compagnie de Jésus. On a accusé les jésuites d'exercer un pouvoir excessif, de s'immiscer dans les affaires étatiques et de défendre des doctrines morales relâchées. Ils ont donc été dissous, leurs possessions saisies et leurs membres éparpillés. C'était un coup dévastateur pour l'ordre le plus puissant de l'Église. Toutefois, un événement extraordinaire a eu lieu. Catherine II de Russie, qui n'était pas catholique mais appréciait le travail éducatif des jésuites, rejeta la promulgation du décret papal sur ses territoires. Donc, bien que l'ordre ait officiellement cessé d'exister ailleurs dans le monde, il persistait légalement en Russie. Cette discrète persistance nourrirait plus tard les conjectures selon lesquelles les jésuites n'ont jamais arrêté leurs activités à l'échelle internationale, mais ce serait plutôt dissimulé, préservant leur réseau d'influence intact. 12 ans après l'attaque contre les Jésuites, on verrait la fin officielle des Illuminati.
En 1785, face à l'augmentation des doléances concernant cette organisation clandestine et ses prétendues actions séditieuses, le gouvernement de Bavière décréta une loi interdisant toutes les sociétés secrètes avec un accent particulier sur les Illuminati. Weishaupt s'est échappé en exil et des papiers internes de l'ordre ont été saisis et divulgués, exposant ainsi ses techniques et ses visées. Il semble que les Illuminati aient été anéantis seulement 9 ans après leur création. Cependant, le mythe a perduré. Rapidement, des hypothèses ont vu le jour affirmant que les Illuminati avaient survécu et qu'ils auraient étendu leur influence jusqu'en France, orchestrant la Révolution française qui éclaterait à peine 4 ans plus tard. On prétendait qu'ils avaient infiltré les loges maçonniques à travers l'Europe et l'Amérique, poursuivant leur œuvre dans le secret. Leur existence officielle, bien que brève, contraste fortement avec la durabilité du mythe qu'ils ont engendré. Un schéma est donc apparu qui se reproduirait tout au long de l'histoire. Ces deux entités, censées être défaites, étaient vues comme des forces cachées poursuivant leurs activités en secret. Le pape Pie VII formaliserait la restauration des Jésuites en 1814. Cependant, à cette période, eux, tout comme leurs supposés adversaires, Illuminati, étaient déjà devenus légendaires en tant que manipulateurs secrets des événements globaux. Qui se cachait réellement derrière l'un des désastres politiques les plus significatifs de l'histoire occidentale. La première scène où se sont confrontées les théories concernant l'influence secrète des Jésuites et des Illuminati a été la Révolution française, posant ainsi le modèle pour les complots futurs. Quand la Bastille est tombée en 1789, l'Europe tout entière a été ébranlée par la vue d'une population renversant sa monarchie. Alors que Paris était inondé de sang durant la Terreur, à des milliers de kilomètres, un ancien jésuite français exilé en Grande-Bretagne, du nom d'Augustin Baruel, s'attelait ardemment à une œuvre qui allait révolutionner de façon permanente le domaine des théories du complot. Ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, sortis en 1797, défendaient une théorie radicale. La Révolution française n'était pas le fruit d'une révolte populaire impromptue, mais l'aboutissement d'un complot minutieusement préparé par les Illuminati. Baruel soutenait que Weishaupt et ses adeptes, suite à leur prétendue dissolution en Bavière, avaient réussi à infiltrer les loges maçonniques françaises, à radicaliser les Jacobins et à orchestrer soigneusement le renversement du trône et de l'autel. Il dépeignait les Illuminati comme des adversaires déclarés de la chrétienté, de la royauté et de l'ordre social en place. Son travail, qui a été traduit en plusieurs langues, a rencontré un succès instantané parmi les milieux conservateurs européens, désespérés de déchiffrer le désordre révolutionnaire qui risquait de se propager à travers le continent. Presque en même temps, de l'autre côté de la Manche, le chercheur écossais John Robison a dévoilé preuve d'une conspiration, atteignant des conclusions comparables à celles de Baruel, mais sous un angle protestant. La simultanéité de ces deux études, l'une provenant du catholicisme et l'autre du protestantisme, semblait apporter du poids à l'hypothèse d'un complot ourdi par les Illuminati. L'idée de sociétés secrètes agissant en coulisses dans les événements historiques était solidement ancrée dans l'imaginaire occidental. Cependant, il existait une autre narration qui prétendait expliquer ces incidents. Nicolas Bonneville, auteur français, proposait que ce soient les jésuites qui ont infiltré les sociétés maçonniques dans le but de s'opposer aux idées des Lumières. Selon cette hypothèse, malgré leur disparition officielle, les jésuites agissaient clandestinement pour maintenir le pouvoir de l'Église et de la monarchie, en employant des méthodes subversives contre les révolutionnaires. De ce fait, les mêmes faits étaient vus à travers des perspectives divergentes. Pour certains, le fruit d'un radicalisme anti-religieux. Pour d'autres, une conspiration ourdie par des extrémistes religieux. Ce qui était le plus captivant, comme Baruel l'a lui-même noté, c'était que les accusations portées contre les jésuites et les Illuminati étaient presque identiques, à l'image de reflets dans un miroir déformé. On accusait les deux groupes
d'employer des pseudonymes, de prêter des serments secrets, de se soumettre sans question à des supérieurs méconnus et de s'introduire dans les institutions afin de les déstabiliser de l'intérieur. Cette ressemblance dans les allégations met en lumière un modèle psychologique de base, la projection. Chaque camp attribuait à son adversaire les mêmes tactiques qu'il utilisait lui-même ou qu'il redoutait que d'autres n'utilisent contre lui. Un modèle qui pourrait se reproduire dans les siècles futurs. Comment ces deux forces opposées ont-elles su se réinventer suite à leurs revers apparents? Le 19e siècle a vu d'importants changements dans l'influence et la manière de voir les jésuites et l'héritage des Illuminati, établissant ainsi les fondements de leur mythologie contemporaine. 1814 a été une année déterminante. Le pape Pie VII a rétabli officiellement la Compagnie de Jésus par le biais de la bulle Sollicitudo Omnium Ecclesiarum. Les jésuites renaissaient dans le monde, non en tant que nouvel ordre, mais comme la suite légitime de celui qui avait été dissous 4 décennies auparavant. Cette réémergence se produisait en même temps qu'une période de réaction conservatrice en Europe suite aux guerres napoléoniennes. Pour de nombreux souverains rétablis, et le Vatican en particulier, les jésuites incarnaient une barrière contre les idées révolutionnaires qui avaient ravagé le continent. Les jésuites modernisés ont mis l'accent sur la pédagogie et les missions, en reconsolidant leur réseau international d'établissements éducatifs. Ils ont établi d'importantes institutions académiques en Amérique, notamment aux États-Unis, telles que Georgetown, Saint-Louis et Fordham, qui ont formé plusieurs générations de leaders dans les domaines politiques, intellectuels et commerciaux. Son ascendant grandissant sur l'éducation des élites ravive les doutes concernant son pouvoir caché, surtout dans les pays de culture protestante. Même si les Illuminati d'origine ont cessé d'exister, le mythe qui les entoure n'a cessé de se développer. Les écrivains conservateurs ont attribué les révolutions qui ont agité l'Europe en 1830 et 1848 à l'influence continue de sociétés secrètes inspirées par Weishaupt. Le personnage du comploteur révolutionnaire, travaillant dans l'obscurité pour faire tomber les gouvernements, s'est transformé en un archétype culturel fort. De manière ironique, cela a conduit de véritables révolutionnaires tels que Buonarroti, Blanqui et Bakounine à embrasser des structures organisationnelles clandestines, créant ainsi un exemple de vie qui imite l'art. Un aspect essentiel de la mythologie des deux groupes était la diffusion de documents prétendument confidentiels. Les Monita Secreta, un ouvrage apocryphe du XVIIe siècle prétendant dévoiler les consignes secrètes des jésuites pour acquérir pouvoir et influence, ont persisté à circuler et à être actualisés. De même, les papiers saisis chez les Illuminati et divulgués par le gouvernement de Bavière ont été perpétuellement redéfinis comme des preuves d'une conspiration persistante. Ce modèle trouverait son expression la plus sombre au début du XXe siècle avec l'apparition des Protocoles des Sages de Sion, un document antisémite contrefait qui amalgamait des composantes des théories complotistes antérieures. L'industrialisation et les transformations sociales rapides du XIXe siècle ont fourni un terreau propice aux théories cherchant à expliquer la complexité d'un monde en pleine mutation. Le concept de puissance secrète, qu'on pense aux jésuites, aux Illuminati, aux francs-maçons ou aux juifs, manœuvrant les événements, présentait une interprétation facile et rassurante pour ceux qui étaient déstabilisés par l'accélération du changement. Cette tendance connaîtrait une expansion spectaculaire au XXe siècle quand la polarisation idéologique mondiale intégrerait ces récits dans son arsenal de propagande. Qui a discrètement modelé le sort de la nation la plus forte du monde? Dès leur création, les États-Unis se sont transformés en un terrain de conflit clé pour ce qu'on appelle la guerre supposée entre les Jésuites et les Illuminati, illustrant les tensions et les schismes de la République naissante. Les premiers échos de l'influence des Illuminati en Amérique ont vu le jour seulement 20 ans après la Révolution américaine. En 1798,
le pasteur congrégationaliste Jedediah Morse a donné une série de sermons avertissant contre les Illuminati qui, après avoir orchestré la Révolution française, avaient désormais braqué leurs yeux sur les États-Unis. Le président John Adams a également fait part de préoccupations semblables et même George Washington a rédigé une lettre pour admettre le danger potentiel de ces doctrines diaboliques. Cette première peur des Illuminati a coïncidé avec des tensions politiques internes entre les fédéralistes et les républicains, ainsi qu'avec la peur de l'introduction des idées révolutionnaires françaises. Simultanément, les jésuites ont commencé à s'établir fermement dans la structure sociale des États-Unis. La création de Georgetown par John Carroll, le premier évêque catholique des États-Unis, en 1789, a signalé l'émergence d'un système éducatif qui finira par englober 28 universités jésuites. Ces établissements ont éduqué un grand nombre de leaders américains, y compris des présidents, des sénateurs, des magistrats de la Cour suprême et des géants de l'industrie. Pour les nativistes et les opposants au papisme aux États-Unis au XIXe siècle, cette influence jésuite constituait un danger extérieur pour l'identité protestante de la nation. La guerre de sécession américaine, 1861-1865, s'est transformée en un pivot central pour les théories du complot. Au nord, des bruits de couloirs laissaient entendre que les jésuites appuyaient en cachette la Confédération, tandis qu'au sud, quelques-uns suspectaient que des abolitionnistes extrêmes étaient influencés par des principes Illuminati. L'assassinat d'Abraham Lincoln, en 1865, a renforcé ces théories. Quelques-uns ont mis en cause les jésuites, prétendant qu'ils étaient derrière le meurtre en raison des affiliations catholiques de plusieurs complices. D'autres, par contre, pensaient que des sociétés secrètes associées aux Illuminati étaient impliquées. L'avancée territoriale des États-Unis vers l'Ouest, défendue par le principe du destin manifeste, s'est aussi transformée en un terrain de lutte idéologique. Pour les adeptes des théories du complot, cette expansion symbolisait soit la propagation des idéaux républicains protestants liés à l'héritage des Illuminati, soit un stratagème destiné à instaurer une hégémonie catholique dans de nouvelles régions, associées à l'influence jésuite. L'incorporation de territoires précédemment mexicains, habités en grande partie par des catholiques, a exacerbé ces tensions. À la fin du XIXe siècle, une immigration massive de catholiques européens vers les États-Unis a déclenché un nouvel élan d'antagonisme anti-catholique qui s'est matérialisé avec le mouvement Know Nothing, puis plus tard dans la seconde version du Ku Klux Klan. Ces actions ont favorisé la diffusion des théories concernant une conspiration jésuite pour s'emparer de l'Amérique. Parallèlement, l'accumulation de pouvoir économique entre les mains des industriels et des financiers durant l'époque prospère a nourri les suspicions concernant l'influence d'organisations secrètes du genre Illuminati à Wall Street et à Washington. Ces narrations conspirationnistes, en exposant une dualité, mettent en lumière et accentuent les fractures culturelles et religieuses qui façonneront la politique américaine pour les siècles futurs. Comment se sont développés les mythes concernant les jésuites et les Illuminati durant l'époque des guerres mondiales, du péril communiste et de la culture de masse? Ces histoires ont subi une transformation profonde au cours du turbulent XXe siècle, s'ajustant aux récentes inquiétudes et réalités géopolitiques. Les bouleversements politiques qui ont suivi la Première Guerre mondiale ont favorisé l'émergence de théories du complot. La révolution russe de 1917 a donné lieu à une controverse passionnée. Le communisme était-il l'œuvre des Illuminati visant à anéantir la chrétienté, comme le prétendaient les penseurs conservateurs, ou bien un stratagème jésuite destiné à troubler les nations orthodoxes et protestantes, comme l'assuraient les auteurs de gauche? Ces théories ont été exacerbées par la Grande Dépression de 1929, avec des personnalités comme le père Charles Coughlin aux États-Unis dénonçant les banquiers internationaux, un terme voilé pour désigner les théories antisémites et anti-illuminationnistes, comme responsables de la manipulation de l'économie globale. Durant cette période, la Compagnie de Jésus a dû faire face à des défis inédits.
Les jésuites ont été anéantis sous les régimes totalitaires, après avoir été chassés d'Espagne durant la Seconde République et persécutés au Mexique pendant la guerre des Cristeros. Selon la propagande nazie, ils étaient présentés comme des comploteurs internationaux, en alliance avec les juifs et les communistes, tandis que la propagande soviétique les représentait comme des partisans du fascisme. Ironiquement, cette double persécution provenant d'extrêmes opposés du spectre politique renforçait son image de puissance et d'influence supranationale, nourrissant le mythe jésuite. Les récits complotistes ont été radicalement modifiés par la guerre froide. Des groupes tels que la John Birch Society ont contribué à populariser la théorie aux États-Unis, selon laquelle les Illuminati continuent d'exister sous différentes appellations. Le groupe Bilderberg, le Conseil sur les relations étrangères, la Commission trilatérale, et orchestrent une gouvernance mondiale centralisée. Parallèlement, au sein des blocs communistes, circulaient des théories associant les jésuites à l'opération d'un réseau anticommuniste à l'échelle mondiale. L'affaire bien connue du jésuite Félix Morlione, créateur de Prodeo et collaborateur des agences de renseignement occidentales, semblait corroborer certaines de ces soupçons. Le Concile Vatican II, 1962-1965, qui a marqué une importante mise à jour de l'Église catholique, représente un tournant décisif pour la Compagnie de Jésus. Sous la conduite du supérieur général Pedro Arrupe, 1965-1983, les jésuites ont adopté des causes sociales progressistes et la théologie de la libération, en particulier en Amérique latine. Ce virage a engendré une controverse vive, les courants conservateurs reprochant à l'ordre de dévier de sa vocation initiale et insinuant par ailleurs qu'il avait été pénétré par des composantes marxistes. En revanche, les régimes dictatoriaux en Amérique latine voyaient ces nouveaux jésuites comme des dangers de subversion, ce qui a conduit à la persécution et au meurtre de nombreux prêtres jésuites. Un exemple marquant étant le cas des martyrs de l'UCA au Salvador en 1989. Le mythe des sociétés secrètes s'est infiltré dans la culture populaire, notamment à travers le cinéma, la littérature et, par extension, Internet. Des œuvres telles que Le pendule de Foucault, d'Umberto Eco, 1988, faisaient la satire du délire conspirationniste tout en le rendant populaire. La chute du communisme à la fin du XXe siècle, couplée à une évolution technologique rapide, a engendré de nouvelles préoccupations qui se manifestent à travers des théories relatant l'existence d'un nouvel ordre mondial dirigé en coulisses. L'ancien récit au sujet des Jésuites et des Illuminati avait évolué, cependant son architecture de base demeurait inchangée. L'idée que des puissances secrètes, plutôt que des dynamiques sociales perceptibles, dictent le déroulement de l'histoire. Qui détient véritablement le pouvoir dans notre monde globalisé et ultra connecté? À l'ère du XXIe siècle, les histoires passées relatives aux Jésuites et aux Illuminati se sont transformées en fonction des réalités technologiques, économiques et sociales contemporaines, donnant naissance à un panorama conspirationniste davantage complexe et polarisant. Sans aucun doute, l'élection du jésuite Jorge Mario Bergoglio en tant que pape François en 2013 a été un événement décisif pour les théories du complot moderne. Pour la première fois dans l'histoire, un jésuite a pris place sur le trône de Saint-Pierre, entraînant des réactions partagées. Pour certains traditionalistes catholiques, cela a validé leurs plus grandes appréhensions. L'infiltration jésuite avait atteint le sommet de l'Église. Les prises de position de François concernant l'immigration, l'écologie et l'économie internationale ont été perçues par certains groupes conservateurs comme une preuve d'un agenda jésuite, cherchant à instaurer un gouvernement mondial unifié. Ironiquement, pour les adeptes laïcs des théories du complot, le pape jésuite symbolisait une tentative du Vatican de s'adapter et d'intégrer les courants globaux dans le but de préserver sa puissance. Parallèlement, le mythe des Illuminati a connu un renouveau sans précédent dans la culture populaire.
Des accusations ont été portées contre des artistes tels que Jay-Z, Rihanna et Lady Gaga pour avoir intégré la symbolique des Illuminati dans leurs représentations scéniques et vidéoclips. Le symbole de l'œil qui voit tout et la pyramide sont devenus des représentations ubiquistes, perçues par des millions de gens comme des attestations de la persistance actuelle de cette organisation secrète. Ce qui a commencé comme une provocation artistique ou une stratégie marketing s'est transformé en un phénomène culturel mondial, alimenté par YouTube et les réseaux sociaux. De manière ironique, cette popularisation a à la fois banalisé et simultanément maintenu le mythe original. Les théories du complot économique ont connu un renouveau suite à la crise financière de 2008 et ses conséquences. Des personnalités telles que les banquiers et financiers de renom, de la famille Rothschild à George Soros, ont été dépeintes comme des pantins ou des chefs d'Illuminati contemporains. Des organismes financiers internationaux comme le FMI, la Banque mondiale et le Forum économique mondial de Davos ont été considérés par des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche comme des outils d'une élite globaliste résolue à affaiblir les souverainetés nationales et à instaurer une gouvernance planétaire. Ce récit a résonné de manière spécifique lors des discussions sur les accords de commerce internationaux, les normes environnementales globales et les réponses concertées à la crise sanitaire de Covid-19. L'extension d'Internet et, ultérieurement, des médias sociaux a profondément modifié la propagation de ces théories. Autrefois confinés à des publications marginales avec une diffusion limitée, les textes complotistes peuvent désormais toucher instantanément un public mondial. Des mouvements tels que QAnon, qui ont vu le jour en 2017, ont intégré des aspects d'anciennes théories relatives aux Illuminati, aux jésuites et à la franc-maçonnerie, dans un tissu narratif complexe répondant aux inquiétudes actuelles. La dissémination du panorama informatif a engendré des bulles propices à la prolifération de ces théories sans qu'elles soient soumises à une analyse critique, pendant que les algorithmes de suggestion ont une propension à promouvoir les contenus provocateurs et polarisants. Ces histoires ont symboliquement illustré le conflit géopolitique entre la mondialisation et le nationalisme. Selon les partisans du mondialisme, les leaders populistes et nationalistes symbolisent une recrudescence de forces obscurantistes semblables à celles qu'affrontaient historiquement les Illuminati. Au contraire, pour ceux qui soutiennent le nationalisme, les organisations internationales et les entreprises multinationales représentent un danger d'une autorité globale centralisée qui fait écho aux anciennes allégations portées contre les jésuites, accusés d'être au service d'un pouvoir au-delà des nations. Cette lutte idéologique essentielle trouve toujours un moyen d'expression dans la mythologie des jésuites et des Illuminati, utilisant leur symbolisme pour manifester leur point de vue, ce qui démontre l'impressionnante résilience et flexibilité de ces histoires. Pourquoi certains symboles provoquent-ils une telle fascination et une peur si grande ? Le conflit entre les jésuites et les Illuminati ne s'est pas limité à l'arène politique ou religieuse, mais a également eu lieu sur le terrain des symboles et des rituels, devenus de redoutables instruments d'influence psychologique et culturelle. Le monogramme jésuite IHS, représentant le nom de Jésus, se retrouve dans les universités, les églises et les missions à travers le monde. Pour des millions d'individus, cela signifie l'éducation, le service et la spiritualité. Toutefois, les adeptes des théories du complot ont sans cesse redéfini ce symbole, ainsi que d'autres symboles associés à la compagnie de Jésus. Il a été proposé par certains que le IHS dissimule des allusions à des divinités païennes, ou que la configuration même de l'emblème jésuite comportant des rayons solaires rappelle le symbolisme solaire de l'Égypte antique. L'adage jésuite Ad Maiorem Dei Gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu, a été perçu comme un prétexte dissimulant des aspirations à un pouvoir terrestre global. Par ailleurs, l'imagerie liée aux Illuminati s'est imposée comme un élément essentiel de notre culture visuelle actuelle. Le œil qui voit tout, surmontant une pyramide inachevée,
est visible sur le grand sceau des États-Unis, ainsi que sur le dollar. Il est souvent évoqué comme l'un des symboles les plus représentatifs de l'influence supposée des Illuminati. Selon les historiens, ce symbole provient de la tradition maçonnique et symbolise l'œil de la Providence surveillant la nouvelle République américaine. Néanmoins, sa présence constante dans la culture populaire contemporaine, des jaquettes de livres aux vidéos musicales, a intensifié son lien avec les théories du contrôle secret mondial. Les cérémonies d'entrée et de promotion au sein des deux groupes nourrissent les conjectures depuis des siècles. Les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, qui sont au cœur de la spiritualité jésuite et qui mettent l'accent sur la soumission et l'imagerie mentale, ont été faussement perçus comme des méthodes de manipulation psychologique. De plus, les rituels des hauts gradés des Illuminati de Bavière, partiellement exposés dans des papiers saisis, ont été amplifiés et mis en scène, présentés comme des rites occultes alors qu'ils étaient principalement axés sur des lectures philosophiques et des engagements éthiques exprimés dans un langage symbolique. L'architecture a également été un autre terrain de lutte symbolique. Les édifices jésuites, allant de l'église Île Jésus à Rome jusqu'aux universités contemporaines américaines, affichent des traits distinctifs que certains considèrent comme des symboles visuels. De nombreuses pages d'analyse ont été consacrées par les tenants de la théorie du complot à l'urbanisme de Washington, D.C., où ils prétendent déceler des symboles liés à la franc-maçonnerie et aux Illuminati dans l'agencement des rues et des monuments. On mentionne souvent le Capitole, la Maison-Blanche, le Washington Monument et d'autres édifices symboliques comme témoins de l'influence persistante des sociétés secrètes au centre du pouvoir américain. Dans l'ère du numérique, la guerre symbolique a revêtu de nouvelles formes. Les logos d'entreprises, de Google à Starbucks, sont minutieusement analysés à la quête d'indices dissimulés. Le processus de reconnaissance de modèles, propre à la cognition humaine, associé à l'excès d'informations actuelles, engendre un contexte propice aux théories complotistes. Par ailleurs, les jésuites, à l'instar des prétendus Illuminati actuels, sont soupçonnés d'employer des méthodes subliminales dans les médias afin d'exercer une influence inconsciente sur la population. Cette lutte pour la domination symbolique révèle une vérité psychologique fondamentale. Celui qui détient les symboles d'une culture dispose d'une influence majeure pour modeler les perceptions et actions collectives. Qui sont les personnalités visibles de ces organisations prétendument invisibles? Plus que les institutions et les emblèmes, ce sont des individus précis qui ont modelé le conflit, qu'il soit réel ou fictif, entre les jésuites et les Illuminati, devenant à leur tour des symboles des puissances qu'ils incarnent. Pedro Arrupe, 1907-1991, qui a exercé le rôle de supérieur général des Jésuites durant l'ère tumultueuse post-concile Vatican II, a représenté la métamorphose contemporaine de la Compagnie de Jésus. Arrupe, qui a survécu à la bombe atomique d'Hiroshima, a guidé les Jésuites vers un engagement plus manifeste en matière de justice sociale, synthétisé dans son expression « des hommes pour les autres ». Son mandat de direction s'est déroulé pendant la guerre froide, période durant laquelle des jésuites tels que Daniel Berrigan aux États-Unis manifestaient contre la guerre du Vietnam, tandis que d'autres, comme Miguel Descoto au Nicaragua, prenaient part à des gouvernements révolutionnaires. Pour les conservateurs, Arrupe symbolisait une dérive périlleuse. Pour les progressistes, il incarnait un rafraîchissement indispensable de la mission jésuite face aux réalités actuelles. Cependant, des figures telles que David Rockefeller, 1915-2017, un banquier et philanthrope américain, ont souvent été cités par les partisans de la théorie du complot comme étant des leaders contemporains des Illuminati. Sa participation à la création du groupe Bilderberg, du Council on Foreign Relations et de la Commission trilatérale a suscité des rumeurs concernant une élite secrète mondialiste. Ces propos qui soutiennent la collaboration internationale et les organisations de gouvernance globale ont été perçus comme des dévoilements non intentionnels d'un projet visant à établir un gouvernement mondial unifié.
L'immense fortune et influence de la famille Rockefeller, couplées à leur présence publique plutôt discrète, ont façonné l'image idéale pour le prétendu marionnettiste en coulisses. Dans ce récit, la figure du pape François mérite une considération spéciale. Élu en 2013, il est le premier pape jésuite de l'histoire. Certains ont vu en cette élection la culmination de plusieurs siècles d'infiltration jésuite présumée au sein de la hiérarchie catholique. Ses points de vue sur l'immigration, le changement climatique et l'économie globale ont provoqué une opposition au sein des milieux catholiques traditionalistes qui ont ravivé d'anciennes allégations à l'encontre des jésuites. Parallèlement, ces tentatives de restructuration des finances du Vatican l'ont mis en présence d'intérêts bien ancrés au sein de l'Église. Sa dualité en tant que personnalité publique traditionnelle dans la doctrine morale, mais avant-gardiste sur les questions sociétales, illustre les contradictions et complexités inhérentes à l'ordre jésuite au fil de son histoire. Des individus tels que George Soros, qui a fait des dons à des causes progressistes, sont souvent cités dans des théories du complot moderne associées aux Illuminati, alimentant les spéculations sur une manipulation sociale et politique. Sa biographie en tant que rescapé de l'Holocauste ayant construit sa richesse dans le secteur de la finance, alliée à son engagement politique fervent, fait d'elle une proie idéale pour les théories complotistes. Ainsi, des figures de proue de la technologie telles que Bill Gates ont été incluses dans ces théories, surtout suite à la pandémie de Covid-19. Leur appui aux initiatives de vaccination mondiale a été redéfini comme étant une partie d'un programme visant à contrôler la population, remettant en lumière d'anciennes allégations contre les Illuminati. Il se pourrait que ce qui est le plus captivant, ce soit les personnages qui semblent résider dans des zones floues entre les deux univers. Des jésuites théologiens tels que Teilhard de Chardin, qui prônent une interprétation évolutionniste du christianisme, ont été reprochés de syncrétisme et d'encourager une foi universelle, similaire au but supposé des Illuminati. Dans le champ politique, des figures telles qu'Henry Kissinger sont simultanément reliées à la constitution d'élites prétendument éclairées et à des actions anticommunistes que certains attribuent à l'influence des jésuites. Ces illustrations frontalières montrent comment les théories du complot ont tendance à dépeindre des réalités complexes de manière simplifiée, réduisant les subtilités à de simples oppositions bipartites qui peinent souvent à saisir la véritable complexité des motivations et des influences humaines.